Madame Sapiens, second épisode, partie 6 sur 6. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et effectivement, une véritable révolution s'amorce dans le bassin des Carpates, vers 5600 ans avant notre ère. Une nouvelle culture, appelée par les préhistoriens le néolithique rubané, voit le jour. Elle est à l'origine de l'expansion de la sédentarité, de l'agriculture et de l'élevage dans une bonne partie de l'Europe, de la Hongrie jusqu'au bassin parisien. Ces nouvelles populations se déplacent par petits groupes de l'Est vers l'Ouest. Ils construisent des maisons longues, élaborent de nouvelles techniques, inventent les premiers animaux d'élevage, le bœuf, le mouton et la chèvre. Ils sèment et ils récoltent le blé et ils fondent les premiers cimetières. Les archéologues ont découvert près de 60 sites funéraires datant de cette période et exhumé environ 3000 individus. Seule une petite poignée d'hommes a été enterrée avec un riche mobilier funéraire, constitué d'herminettes en pierre polie, de pointes de flèches en silex, d'andouillets en bois de serre et de briquets à percussion. Les défunts masculins sont tous originaires de la région. Quant aux femmes, certaines viennent de plus loin. Elles se déplacent plus fréquemment que les hommes, ce qui suggère la continuité, encore une fois, des mariages patrie-locaux. Je vous renvoie à la première émission. Ça entraîne une dispersion plus large des gènes correspondant aux lignées maternelles. Le travail du bois est désormais réservé aux hommes. C'est prouvé par le fait que les herminettes, qui sont des outils utilisés pour tailler le bois, découper la viande, le traitement des peaux et le travail des fibres végétales, ont été déposées uniquement dans les tombes masculines. Les armes, qui leur servent à attaquer ou à se défendre, sont aussi employées pour la chasse au grand gibier. Cette activité ne relève plus d'une nécessité alimentaire puisque le produit de l'agriculture et de l'élevage suffit désormais à subvenir aux besoins de la communauté. Elle acquiert ici une dimension symbolique et prestigieuse. Le chasseur, en tuant le sanglier, le cerf ou l'auroch, assoit donc son statut de dominant. Les analyses des ossements indiquent qu'il est seul à manger la viande des animaux qu'il tue. Il se réserve donc l'accès aux protéines animales. L'homme, chasseur et guerrier, est le garant de l'intégrité du groupe social placé sous son autorité. À sa mort, il continue d'affirmer son statut de dominant en étant enterré au centre des groupes de tombes. Les femmes ne semblent pas avoir une identité marquée, du moins dans les sépultures. Elles sont enterrées avec peu, voire pas du tout de parure. Toutefois, les fouilles alsaciennes ont mis au jour des restes féminins vêtus de riches ornements, probablement une tenue d'apparat qu'elles ne mettaient pas au quotidien. Les squelettes portaient encore des coiffes brodées, des colliers plastrons, des ceintures et des étoffes ornées de perles. Quelques outils ont été déposés dans les tombes qu'on retrouve aussi dans celles des hommes, des éclats de silex, des poinçons en os ou encore des spatules. La présence d'herminettes dans les sépultures masculines n'est pas anodine. Cet outil, encore une fois, est utilisé pour le travail du bois et pour découper la viande, mais également pour blesser, voire pour tuer. Il marque la naissance des conflits entre groupes humains. Le site, près de Mulhouse, daté de la même époque, renferme le corps d'un jeune tué par une flèche. Plusieurs fosses, témoins de véritables massacres, ont été découvertes en Allemagne et en Autriche. Plusieurs individus y ont été tués et jetés sans ménagement. Les archéologues se sont aperçus de l'absence de corps de jeunes filles en âge de procréer. Il est possible qu'elles aient été capturées et emmenées de force par les assaillants. La guerre serait donc à cette époque en tout cas un moyen de se procurer des femmes tout en se vengeant des ennemis. Des recherches sur le néolithique rubané mettent en évidence une probable subordination des femmes. Elles n'ont pas accès à une alimentation riche en protéines. Leur santé est désormais plus précaire que celle des hommes parce que soumise à un profond stress alimentaire. Elles ont également plus de caries que les hommes. En plus, elles sont fréquemment déplacées, parfois avec violence. Alors attention, il ne va pas s'agir non plus de généraliser trop vite non plus. La population néolithique, comme celle du paléolithique, n'est pas uniforme. Les femmes ne sont pas traitées partout de la même manière. En témoignent les dépouilles féminines retrouvées en tenue d'apparat dans les sépultures alsaciennes dont je parlais tout à l'heure, qui montrent que leurs propriétaires jouissaient quand même d'un statut social élevé au sein de leur communauté. Les violences sur les femmes au néolithique sont pourtant évidentes. Au néolithique anatolien, les chasseurs-cueilleurs utilisent beaucoup leurs dents au quotidien car elles leur servent de troisième main. Mais cette utilisation non alimentaire engendre une détérioration rapide de la dentition. Or, ce sont les squelettes féminins qui présentent une denture ébréchée, voire mutilée.
Et je vous en ai parlé, hein, c'est ce qui laisse penser que les activités de travail des peaux et des fibres végétales apparues durant le Paléolithique supérieur sont réservées aux femmes. Or, ces détériorations sont observables jusqu'au début de l'âge du bronze. Ce sont les débuts d'une division du travail fondée sur le genre. Vers 5000 avant notre ère, les sociétés du néolithique ancien, à poterie rubanée, migrent vers l'ouest à la conquête de nouvelles terres. Des sépultures associées à un groupe de chasséens du sud de la France, du site de Chasséens-Saône et Loire, vers 4400-3600 avant notre ère, permettent d'identifier deux types de défunts. Il y a d'abord les inhumations en position conventionnelle, avec les membres inférieurs fléchis, et des tombes aménagées de diverses manières, des fosses, des dalles, des caissons de lauze ou de tumulus. Le mobilier funéraire est composé de céramique, d'objets lithiques ou en os et de parures. Elle concerne autant les femmes que les hommes. L'autre type d'inhumation, nettement moins respectueux, consiste à carrément jeter les corps des défunts dans des silos désaffectés, transformés en poubelles, si vous voulez, comme le montre la position aberrante et disloquée des squelettes qu'on retrouve. Il concerne essentiellement les femmes et les petites filles. Leurs ossements révèlent qu'elles n'étaient pas d'origine locale, mais venaient de régions diverses. Cette différence de traitement des dépouilles indique une hiérarchisation de la société dirigée par les élites qui occupent le niveau supérieur et basée sur l'exploitation d'individus subalternes, notamment les femmes, qui semblent ne mériter aucune sépulture. Dans la péninsule ibérique, les femmes et les enfants sont exclus des rites funéraires, ce qui indique leur moindre position sociale. À la fin du néolithique, un système patriarcal se met en place, illustré par les statues menhirs et les stèles anthropomorphes qu'on retrouve de la Crimée à la péninsule ibérique. Érigées entre le 4e et le 3e millénaire, elles témoignent d'une forte catégorisation des sexes. Les hommes sont représentés armés de poignards, de flèches, de haches et de hallebardes en cuivre, symbole d'une innovation technique, la métallurgie. Ces instruments de mort symbolisent le courage, l'adresse et le statut social de l'individu masculin qui les brandit. Les femmes, elles, sont représentées le corps partiellement dénudé, la poitrine visible et portant des bijoux. Elles sont réduites à leur image de séductrices et de mères allaitantes et cantonnées au domaine de l'intime, du charnel, du domestique, du gynécée. La même catégorisation de la société se retrouve dans les sépultures chalcolithiques d'Europe, des cultures cordées et campaniformes. Les tombes masculines contiennent des haches de combat, des poignards de silex et de cuivre et des carquois de flèches et de brassards d'archers, tandis que les tombes féminines se contentent de bijoux, de boutons, de poinçons et d'haleines. Elles donnent une image très genrée, cette fois de la société, où la femme est placée dans une forme de subordination. L'étude des nécropoles allemandes du 3e millénaire indique que les garçons héritent des biens de leur père et ne quittent pas leur pays. En revanche, ils épousent des filles d'origine diverse, des étrangères ou des expatriés qui viennent habiter chez leurs époux. Elles sont mariées de bonne heure à des individus masculins de la région. La société néolithique de l'époque est donc patrilocale et exogame. Au Proche-Orient, à la même période, l'espérance de vie des femmes régresse à cause du manque d'hygiène. Les populations vivent sous le même toit que les animaux, ce qui favorise la propagation de virus et de bactéries. Par ailleurs, la diffusion de maladies est facilitée par le regroupement des populations en communautés et par les maternités qui sont désormais rapprochées. Les premières à en subir les conséquences sont les femmes. La femme est donc désormais soumise à la puissance de l'homme jusque dans la mort. C'est ce qu'illustre la Tomba della Vedovia, la tombe de la veuve, une sépulture mise au jour dans la nécropole de Ponte San Pietro, à Ischia di Castro, près de Viterbe en Italie. Elle appartient à la culture de Rinaldone, qui s'est développée entre la Toscane, l'Ombre et le Latium, autour de 3500-2700 avant notre ère. Un homme repose en position centrale. Il a emporté dans la tombe une bouteille, une écuelle, un poignard à lame de cuivre, une hache de métal à bord épaisse, plusieurs pendentifs en stéatite, une hache marteau en pierre polie et 15 flèches en silex contenues dans un étui découpé dans un andouiller de cerf. Au bord de la tombe repose le squelette d'une femme recroquevillée. Elle n'a comme mobilier funéraire qu'une bouteille, une haleine en cuivre et 3 perles en antimoine. Son crâne, littéralement fracassé, montre qu'elle a été éliminée brutalement par des chocs violents. Il ne fait aucun doute
qu'elle a été assassinée peut-être pour accompagner son époux dans la tombe. D'où le surnom de tombe de la veuve donné par les archéologues à cette sépulture. La réalité est sans doute moins romantique, il peut très bien s'agir aussi d'une sépulture masculine dans laquelle l'homme dominant a été suivi par une accompagnante, un être inférieur, subalterne, tué comme ça en guise d'offrande faite aux défunts. Sa présence n'aurait donc que pour but unique de valoriser la supériorité sociale du défunt. Et c'est pas tout, les modifications dans le statut des femmes dans ces nouvelles sociétés s'observent également dans l'art rupestre. En Espagne, les femmes se font plus rares dans les peintures et lorsqu'elles sont présentes, elles sont plus petites que les hommes. Elles tiennent un panier ou un récipient ou dansent seules ou en groupe de femmes. Les hommes, eux, sèment, labourent, récoltent le miel, chassent ou guerroient. Ces peintures prouvent l'existence d'une division sexuée du travail, j'en ai déjà parlé, je continue. L'invention de l'agriculture aux environs de 6000 ans avant notre ère favorise l'abondance de nourriture, ce qui entraîne une explosion démographique. Apparaissent alors les premiers villages, de nouvelles techniques agricoles et l'élevage. Les hommes remplacent progressivement les femmes dans les travaux agricoles. Les animaux aussi sont exploités pour le lait et la laine. Les femmes, elles, sont cantonnées dans l'espace domestique. La multiplication des champs, des pâturages et du bétail permet aussi un accroissement considérable des richesses qui remodèlent complètement les rapports sociaux au profit des hommes. Apparaissent enfin les élites et les castes, dont celle des guerriers. La femme perd alors définitivement son statut de chasseresse et de garante de la survie des groupes humains. En conclusion, on peut dire que Thomas Siroto, Éric Pincas et Sophie Archambault de Beaune sont véritablement les premiers à avoir réalisé une enquête, une vraie enquête de terrain pour redonner une existence à la femme de l'ère glaciaire. La redécouverte de la vie longtemps occultée de la compagne de l'homme préhistorique se révèle peu à peu. On a pu l'entendre au cours de deux émissions. Vraiment, les paléogénéticiens ont travaillé de façon acharnée, les préhistoriens, les paléoanthropologues, qui ont sondé les grottes ornées, qui ont décrypté les statuettes, etc., ont fait un travail considérable, sans oublier les ethnologues, euh, qui sont les spécialistes des derniers peuples des chasseurs-cueilleurs. Toutes ces personnes fabuleuses, tous ces grands scientifiques ont permis de restituer le quotidien de ce qu'ils appellent Lady Sapiens, mais que j'ai francisé en Madame Sapiens. Cette enquête qu'ils ont faite, le livre existe, donne une preuve éclatante qu'une approche multidisciplinaire, prudente toujours, nuancée évidemment, mais subtile de la réalité de la place de la femme au sein des sociétés du Paléolithique est tout à fait possible, alors qu'avant, elle était totalement reléguée dans les ténèbres de l'histoire, j'allais dire de la préhistoire. Donc j'espère que comme moi, vous avez appris énormément sur ce personnage incroyable, sans qui, évidemment, il n'y aurait pas d'humanité. Je rappelle la bibliographie: Thomas Siroto, Jennifer Kerner, Éric Pincas, Lady Sapiens, enquête sur la femme au temps de la préhistoire, paru en 2021 aux éditions Les Arènes, de Claudine Cohen, Femme de la préhistoire, chez Talendier en 2021, Marilène Patoumatis, que j'adore, L'homme préhistorique est aussi une femme, une histoire de l'invisibilité des femmes, c'était en 2020, et dossier d'archéologie, la femme préhistorique, ça date de janvier-février 2022, c'est le numéro 409 aux éditions Faton, bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour un sujet totalement différent. Salut!